Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et ils sont là, vos experts d'Europe 1, François Clémenceau, Emmanuel Dutheil et Varroc, le tout sous l'œil de Michael Hirsch. François, on va commencer par vous, rédacteur en chef étranger au JDD, avec les experts qui disent que ce n'est finalement qu'une question de semaine, qu'après la chute de Raqqa en Syrie, l'organisation terroriste État islamique sera défaite. C'est une certitude désormais, sur le plan militaire peut-être, mais Daesh n'est pas qu'une armée. Exactement, et c'est sur ce thème que viennent de plancher hier à Herzliya, près de Tel Aviv en Israël, les meilleurs experts mondiaux du terrorisme. Et à l'issue de nombreuses conférences organisées comme chaque année par l'Institut international du contre-terrorisme, s'est tenu un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Une simulation de différents scénarios. Le premier scénario concernait les principaux acteurs et voisins de la Syrie en tant qu'État stratège. Comment se réorganiser dans les frontières que Daesh a voulu abolir, avec quelle politique dissuasive pour que le califat ne renaisse pas de ses cendres. Second scénario concerne les acteurs périphériques, essentiellement les cibles de deuxième cercle, l'Union européenne, l'Israël, la Russie, les monarchies du Golfe, l'Iran, pour tester leur capacité de vigilance à long terme. Le troisième scénario de simulation était sans doute le plus intéressant. Alors, dites-nous tout. Le troisième jeu de rôle faisait jouer, entre guillemets, Daesh en tant que tel. Son conseil de la Choura, sa division de propagande, son service de renseignement et bien sûr son calife, Ali Boubakr al-Baghdadi. Et celui qui devait se mettre à sa place, dans sa tête, n'est autre que Boaz Ganor. Qui est-ce ? C'est le pape de l'antiterrorisme depuis 2001. Israël, vous le savez, a accumulé des tonnes de renseignements sur Daesh. Mais pas parce que ce n'est pas une menace directe, c'est une menace à ses frontières, mais tout de même, pour eux, c'est un acteur extrêmement important, dont ils pensent qu'il sera menaçant à très long terme pour l'Asie, pour l'Afrique et pour l'Occident. Et pour quelle raison ? Je vous cite ce que me disait hier Ori Goldberg, l'un des experts israéliens de Daesh sur le plan religieux et qui travaille avec Boaz Ganor. Pour lui, peu importe que le califat tombe ou non, que ses dirigeants soient tués ou pas. Ce qui compte, c'est l'idéologie sectaire qui va rester et qui va se diffuser comme un virus. Cette vision millénariste datant du jugement dernier lorsque Dieu viendra juger les siens. Pour lui, les jeunes musulmans, fraîchement convertis ou non, qui passent chez Daesh, y vont pour détruire une société qu'ils vomissent parce qu'elle ne met pas la religion au premier plan. C'est le combat contre la mécréance, d'où qu'elle vienne. Et face à cela, nous dit notre expert, les services de renseignement, la police, les juges et les lois ne servent pas à grand-chose. Est-ce qu'on va pouvoir connaître les conclusions finalement de ce jeu de rôle, de ces travaux ? Alors, vous imaginez bien que ce jeu de rôle, il s'est fait à huis clos, oui. Mais je ne doute pas une seule seconde que les Israéliens en feront connaître quelques conclusions parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de travailler l'esprit de résilience et de résistance. Allez, on passe à l'économie. Oui. Avec vous, Emmanuel Dutheil. La France veut réussir à imposer une taxation des géants du numérique. Ça n'est pas nouveau, c'est ceux qu'on appelle les GAFA, pour Google, Amazon ou encore Facebook. Un conseil informel des ministres des Finances de l'Union européenne se tient ce week-end en Estonie. Oui, alors si vous le voulez bien, on va commencer par le constat, et ce constat est vraiment implacable. On va prendre un exemple, Airbnb par exemple, c'est le site de location de maisons ou d'appartements. Ouais, tous. Voilà, hors des États-Unis, la France est son tout premier marché au monde. Mais si l'on en croit les chiffres communiqués par l'entreprise elle-même, c'est très simple à trouver, vous allez sur société.com, elle ne fait qu'un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. C'est ridicule quand on sait que, par exemple, en 2016, ils disent avoir eu 8 millions de nuitées en France. C'est pareil pour Google, la France ne représenterait même pas 3% de son chiffre d'affaires mondial. Étonnant là aussi quand on sait que la France est pourtant l'un des marchés où la pénétration de Google est la plus forte dans le monde. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples avec Apple, avec Facebook, avec Amazon. Et dites-moi, comment ça s'explique ? Malheureusement, c'est assez simple. Là encore, on va prendre un exemple pour que ce soit clair avec Google cette fois. Ce qui fait sa fortune, c'est pas son moteur de recherche sur lequel on va, non, ce sont les publicités que vous voyez sur Internet. Sauf que quand une marque française contacte Google pour faire de la pub, le contrat est signé avec la filiale irlandaise et pas avec Google France. Le groupe paie donc des impôts en Irlande, là où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse. Et c'est similaire, par exemple, pour Amazon, qui lui a opté pour le Luxembourg. C'est joli, le Luxembourg. 2000 personnes sont au Grand-Duché pour la direction commerciale. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires réalisé officiellement en France est largement moins important que dans sa réalité. Mais attention, il n'y a rien
d'illégal là-dedans. Et donc, qu'est-ce que la France veut changer ? Eh bien, la France voudrait réussir à taxer les GAFA sur le chiffre d'affaires réellement réalisé dans chacun des pays d'Europe. Alors là encore, un exemple, toujours avec Airbnb. Tiens, on connaît le nombre de nuitées, je vous le disais, puis on connaît la commission qu'ils prennent sur chaque nuit. Donc c'est quand même assez facile de calculer leur chiffre d'affaires en France. Mais c'est souvent comme ça. Ce qui est simple sur le papier n'est pas si facile à mettre en place. Il faut trouver un montage légal déjà. Récemment, le gouvernement s'est fait retoquer par le tribunal administratif de Paris. Il avait tenté de redresser fiscalement Google. Et au-delà de la technique, il y a aussi un problème politique. Si la France a réussi à convaincre l'Allemagne, l'Espagne d'une telle taxation, tout le monde n'est pas d'accord en Europe. Pour l'Irlande et dans une moindre mesure pour le Luxembourg, ce serait des pertes de rentrée fiscales mais gigantesques. Problème, en plus pour changer les règles, il faut l'unanimité. Donc, ce qui paraît simple et logique, payer ses impôts dans le pays où l'on fait du business, va être quand même assez compliqué à mettre en place. Allez, on passe à la télé. Et la musique même, j'ai envie de vous France dire. 3, 20h55, c'est ce soir. Jean-Jacques Goldman de l'Intérieur. Oui, alors j'espère que vous êtes fan, parce que sinon c'est pas pour vous. C'est Didier Varro qui réalise ce portrait qui est très fouillé, de l'artiste qui est pourtant si discret. Le film est travaillé, certaines images sont rares, un peu trop hagiographique à mon sens et trop théâtral dans la mise en scène, mais enfin on y apprend plein de choses. On va voir si vous y connaissez. Allons-y. Voilà. Connaissez-vous par exemple le titre d'une de ses premières chansons qui date de 1978 et dites-moi quels sont les artistes qui l'ont influencé. En fait, je suis en train de réaliser que quand même c'est hyper facile parce que vous venez d'entendre le titre de la chanson. Non, Michael Hirsch. Qui êtes fan. Ça bloque. Alors c'était en 1978, c'est un de ses premiers tubes, ça s'appelle Back to the City Again. Et vous avez remarqué les influences ou pas sur le parvis de la Défense. Exactement. J'avais déjà vu un documentaire qui montrait cette photo. Et c'est quand on lui demande ses influences, c'est Michel Berger et Léo Ferré. Alors Léo Ferré, on l'entend pas forcément, mais Michel Berger, on l'entend énormément. Alors là, c'est très facile, Raphaël, le titre de cette chanson. Oh non, trop sympa. Il suffira d'un signe. Exactement. Mais alors plus étonnant, est-ce que vous savez de quoi parlait ce titre ? Non. Explication avec Didier Varro. Cette chanson, écrite en 1979, évoque de manière très cryptée l'espoir qu'avait suscité dans le monde entier l'arrivée à la tête de l'Iran du messianique Khomeini au moment de la chute du Shah. Goldman ne manquera pas de souligner très vite que l'histoire n'a pas été dans le sens de l'espérance du peuple. Alors ça. Et voilà, vous allez apprendre des tas de choses comme ça dans ce documentaire. Et là, si vous me dites qui joue de la trompette sur ce titre, vous gagnez ma reconnaissance éternelle. Écoutez bien. Je te dis pas ces moments si froids et si pas. Je peux déjà vous dire que ça n'est pas moi. Mais il y a de la trompette. Et là, attention, maintenant. Qui justifiait mes heures. On est en 1985, les deux musiciens ne se connaissaient pas. À ma droite. Non ? Exactement. Chet Baker, Bravo, ils ont Michael. enregistré ce titre en une nuit. Initialement, Goldman avait souhaité un harmonica sur ce titre, et puis c'est un ami à lui qui est fan de jazz qui lui a dit non, écoute Chet Baker et tu vas voir. Et le titre a été enregistré en une seule nuit. C'est à voir sur France 3 à 20h55 et ça s'appelle Jean-Jacques Goldman de l'Intérieur. Ah, c'est bon d'écouter de la musique le matin, dites-moi. Les experts d'Europe 1 qui sont là tous les matins, juste avant 7h, on se dit à lundi, même heure, même endroit. Ne bougez pas, voilà, Michael Hirsch. Europe 1.